Monsieur, vous ne pouvez pas dormir ici. C'est une propriété privée. Réveillez-vous, cria vigoureusement le vigile, en donnant un coup sec avec sa matraque dans les côtes du vieil homme recroquevillé contre le mur. Lorsque l'homme, tiré d'un sommeil agité et troublé, ne réagit pas assez vite, le vigile sortit son taser avec un air satisfait. Je vous ai prévenu. Une décharge aveuglante, un crépitement sinistre, et le corps du vieil ancien combattant fut secoué par les convulsions sur le béton glacé. 7 minutes plus tard, alors que l'agent de sécurité rédigeait son rapport avec suffisance, 2 véhicules noirs aux plaques gouvernementales françaises freinèrent brusquement à l'entrée de la ruelle. Des hommes en tenue tactique, arborant discrètement les insignes d'une unité spéciale du ministère des Armées, jaillirent en silence. Jacques Morel, 75 ans, portait en lui le poids de bataille invisible. Ses nuits étaient souvent tourmentées, peuplées de souvenirs morcelés de patrouilles dans les montagnes afghanes, de visages perdus, de camarades tombés qu'il était seul à nommer encore. Il était sans abri, non par choix, mais par une suite d'injustices. Les frais médicaux de sa femme décédée, qui avait vidé son compte, les petits boulots qui avaient disparu à mesure qu'il vieillissait, et surtout ce trouble de stress post-traumatique qu'il traînait comme une ombre infatigable. Il avait trouvé un renfoncement discret derrière un grand magasin du centre-ville, le comptoir Élégance, un coin ignoré des rondes habituelles. Il y étalait un vieux sac de couchage pour tenter de grappiller quelques heures de répit. Il ne gênait personne. Juste un homme épuisé cherchant un peu de silence, loin du vacarme extérieur et de celui, bien plus insistant, qui résonnait en lui. Ses biens tenaient dans un sac à dos râpé, une bible cornée, quelques paires de chaussettes roulées, une tasse cabossée et soigneusement emballée dans un tissu huilé, ses papiers militaires et la médaille de la valeur qu'il n'évoquait jamais. Ce soir-là, il s'endormit dans un demi-sommeil agité, là où le passé et le présent se fondaient dans des murmures oubliés. Il n'entendit pas venir Damien Clément. Jeune, arrogant et persuadé que son uniforme lui conférait autorité et pouvoir, Damien était agent de sécurité pour le comptoir Élégance. Il n'éprouvait ni pitié ni nuance à l'égard des sans-abri qu'il croisait. Pour lui, c'étaient des parasites qu'il fallait écarter de l'image raffinée du magasin. Lorsqu'il aperçut Jacques dans la pénombre, il ne vit ni un vieil homme vulnérable, ni un ancien soldat. Juste un intrus. Il s'approcha d'un pas lourd, tapant volontairement fort pour se faire entendre. « Hé, réveillez-vous » lança-t-il d'une voix dure, plantant sa lampe torche dans les yeux de Jacques, tout en le poussant du pied. Jacques se redressa avec un sursaut, le cœur battant. L'espace d'un instant, il crut être à nouveau dans une embuscade. Son corps tendu, l'adrénaline affluant. Il cligna des yeux, confus, ébloui. « Qu'est-ce qui se passe » balbutia-t-il. « C'est une propriété privée, Pépé, » grogna Damien. « Pas de squat ici. T'as 30 secondes pour dégager. » Jacques tenta de rassembler ses affaires, les gestes lents et douloureux. « Je pars, juste 1 minute. » Mais Clément n'était pas là pour négocier. Il sortit son taser avec un plaisir à peine dissimulé. « T'avais qu'à bouger plus vite. » Jacques leva une main tremblante. « S'il vous plaît. » Mais déjà, les électrodes fusaient. La décharge le foudroya. Son cri déchira la nuit. Son corps tomba sur le béton, secoué de spasmes. Damien, sans un regard, s'empara de son carnet de patrouille. Sujet agressif, ne répondant pas aux ordres. Usage de force justifié. Il nota tout cela calmement, convaincu d'avoir bien agi. Ce que Damien ignorait, c'est que Jacques n'était pas tout à fait oublié. Officiellement, peut-être, il ne figurait plus sur aucune fiche active, n'apparaissait dans aucun fichier consultable par les services sociaux classiques. Mais certaines mémoires ne s'effacent pas. Certaines dettes non plus. Quelques années auparavant, au cœur d'un hiver rude et d'une rechute douloureuse, Jacques avait été hospitalisé d'urgence après avoir été retrouvé prostré et gelé près du canal Saint-Martin. L'équipe médicale de l'hôpital des Invalides, spécialisée dans les pathologies post-traumatiques des anciens combattants, avait reconnu chez lui non seulement les stigmates du combat, mais aussi ceux du silence institutionnel. Parmi eux se trouvait un jeune assistant social, Julien Ray, ancien infirmier militaire, reconverti dans l'accompagnement des cas dits perdus. Il n'était pas du genre à se contenter de cocher des cases ou de distribuer des formulaires comme des pansements sur des plaies béantes.
Julien portait encore en lui les silences des couloirs d'urgence, les cris étouffés des nuits de guerre, et ce regard en biais qu'ont ceux qui ont vu la vie s'échapper sans pouvoir rien y faire. Quand il avait rencontré Jacques pour la première fois, ce dernier s'était présenté avec la raideur de ceux qui ont trop souvent été ramenés à une ligne dans un dossier médical ou une statistique d'échec. Il parlait peu, d'une voix grave comme un vieux moteur qui ne démarre plus. Mais Julien avait perçu, dans ce regard usé, quelque chose que beaucoup ne savaient plus identifier, une souffrance authentique, nue, sans phare. Pas la colère bruyante de ceux qui revendiquent, mais une douleur lente, enfouie, patiemment accumulée comme du calcaire dans les artères. Un poids invisible qui finissait par courber l'échine. Il savait reconnaître ce genre de détresse, Julien. Pas celle qu'on raconte parce qu'on espère une aide, non, mais celle qu'on tait parce qu'on n'attend plus rien. Il avait appris à lire entre les gestes, les silences trop longs, les réponses trop précises, les mains toujours prêtes à trembler sans jamais se permettre de le faire. Et Jacques cochait toutes les cases de ces blessures-là. Un ancien qu'on avait trimballé de service en service, tamponné de diagnostics flous, et renvoyé à ses fantômes avec des boîtes de comprimés et des rendez-vous espacés de 3 mois. Alors, discrètement, sans en parler à sa hiérarchie, en marge de tout protocole officiel, Julien avait pris l'initiative de remplir une demande confidentielle d'admission au protocole Octobre. Le nom même du programme semblait choisi pour brouiller les pistes. Rien de spectaculaire, rien qui attire l'attention. Un simple fichier crypté, envoyé via un canal réservé, qu'on apprenait à connaître seulement en cas de besoin extrême. Ce programme expérimental, à peine mentionné dans quelques rapports internes, était piloté par une branche méconnue du ministère des Armées. Il ne figurait sur aucun site officiel, ne disposait d'aucun centre identifiable, et ses membres se présentaient rarement avec leur vrai nom. Destiné exclusivement aux vétérans, considérés comme effacés par le système, mais non sans importance stratégique. Il constituait une sorte de filet de rattrapage parallèle, une seconde chance pour ceux qu'on ne pouvait pas réintégrer dans les circuits classiques, mais qu'on refusait d'abandonner complètement. Julien savait ce que cela impliquait. Surveillance renforcée, suivi médical et psychologique avancé, réhabilitation progressive dans un cadre strictement contrôlé. C'était à la fois une main tendue et un rappel. Tu n'es pas oublié, mais on ne te laisse pas tranquille non plus. Ce genre de dispositif n'était pas fait pour faire du bruit. Il visait des profils bien précis, des individus à la frontière entre l'oubli et la nécessité, entre le civil et l'opérationnel. Le genre de profil que l'État surveille sans jamais reconnaître. Le dossier avait été accepté. Et un jour, sans explication, un homme en civil était venu rendre visite à Jacques dans sa chambre. Pas de nom, pas d'insigne, juste une voix calme, un ton formel. Il lui avait remis un petit objet anodin, un porte-clés métallique, poli, neutre, avec cette seule consigne. Ne l'utilisez qu'en dernier recours, quand tout le reste aura échoué, quand votre vie ou celle d'un autre est en jeu. Ce jour-là, pressez ce bouton. Jacques n'avait pas compris tout de suite, mais il avait gardé l'objet, toujours, même pendant ses périodes d'errance. Le jour où Damien, armé de son autorité minable, l'avait violemment agressé sur le sol froid de l'entrée du centre commercial, la douleur avait traversé Jacques comme une décharge. Pas seulement physique. C'était la mémoire qui s'était réveillée, la peur, les cris enfouis, les ordres hurlés sous la mitraille, le bruit, la confusion et ce sentiment de redevenir invisible aux yeux de ceux qui n'ont jamais combattu pour rien d'autre que leur ego. Sa main, crispée par réflexe, s'était refermée autour du porte-clés qu'il gardait attaché à la sangle intérieure de sa veste. Un déclic minuscule, involontaire, presque imperceptible. Et pourtant, ce signal, une fois émis, déclencha une réaction en chaîne que Damien n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. En moins de 30 secondes, l'alerte parvint à une cellule profondément enfouie dans les sous-sols sécurisés du ministère des Armées, dans une aile où aucun badge civil ne passe, où le silence est scellé par le devoir et la peur. Là, une lumière rouge clignota sur un panneau mural, suivi d'un bip grave et continu. Sur l'écran, un code s'afficha. J113. Actif. En détresse. Localisation confirmée.
L'unité de réponse immédiate pour vétérans stratégiques URIVES fut immédiatement mobilisée. 3 opérateurs s'extirpèrent de leur salle de veille, déjà en train d'enfiler leur équipement. L'un d'eux vérifia la confirmation biométrique. Jacques Vernet. Confirmé. Statut prioritaire. Aucun commentaire. Juste l'efficacité d'un protocole rodé pour intervenir sans délai. Cette unité n'était pas une légende urbaine comme certains le pensaient dans les couloirs du ministère. Elle existait bel et bien. Créée après une série de scandales liés à l'abandon de soldats impliqués dans des missions hors doctrine, l'URIVS avait pour mission de retrouver, d'extraire et de protéger ceux que la République ne pouvait reconnaître publiquement, mais ne voulait pas non plus perdre, surtout ceux ayant servi dans des opérations classées. La balise de Jacques déclencha une alerte de niveau 1. En consultant la vidéo thermique de la ruelle fournie par une caméra municipale, les agents virent Damien penché au-dessus du corps. L'équipe la plus proche, qui effectuait un exercice de nuit à quelques kilomètres, fut immédiatement redirigée. Damien écrivait encore quand le premier SUV déboula. Un deuxième bloqua l'autre extrémité. Des hommes surgissaient, silencieux, précis. Pas de cris. Juste une efficacité glaciale. « Hé, ici c'est une propriété privée !» cria Damien, reculant malgré lui. Le chef d'équipe, un homme au visage fermé, ignora son ton. Cible localisée. Code, Albatros, dit-il dans son oreillette. Assistance médicale requise. 2 agents s'agenouillèrent auprès de Jacques. Le médecin d'URIVES constata immédiatement l'état de choc, les brûlures, la tension instable. Sujet désorienté, tachycarde, sous-alimenté. Usage de force totalement injustifié, dit-il calmement. Le chef se tourna vers Damien. « Vous êtes Damien Clément, agent de sécurité ici ?»« Oui, ce clochard squattait. Il n'a pas obéi. J'ai dû intervenir. »« Intervenir, » répéta l'agent, avec une arme incapacitante sur un septuagénaire en détresse. « Vos paroles sont enregistrées. Nous avons les images satellites thermiques, y compris le moment précis de la décharge. » Le masque de Damien se fissura. « Il n'obéissait pas, bafouilla-t-il. Vous restez ici. Ne touchez à rien. Vous allez devoir répondre devant le ministère, les affaires vétéranes et la police locale. » Pendant que Jacques était transporté dans une ambulance non marquée vers une unité médicale militaire, l'agent principal activa un second protocole. Récupération d'actifs. Rétablissement total des droits, logement sécurisé, réintégration dans le système de soins. Au ministère, des dizaines de dossiers s'ouvrirent dans l'heure. Le passé militaire de Jacques, mission sensible, disparition administrative, fut exhumé. Ses droits réactivés, ses pensions revalorisées. Damien, quant à lui, fut arrêté dans la matinée. Accusation, violence aggravée sur vétéran protégé. Le comptoir Élégance perdit son contrat de sécurité. Une enquête pour discrimination et usage abusif de la force fut lancée. Un article anonyme dans un quotidien économique fit chuter l'image publique du magasin. Jacques, lui, reprenait des forces. Soigné dans une unité spécialisée, entouré de professionnels formés à la prise en charge des anciens combattants traumatisés, il retrouva peu à peu un semblant de stabilité. Les premiers jours furent flous. Les voix, les cris, les détonations imaginaires peuplaient encore ces nuits. Tango, le berger allemand d'assistance, dormait parfois assis, le regard posé sur son maître, guettant les signes d'agitation. Un jour, au milieu d'un cauchemar où Jacques appelait un camarade tombé au combat, Tango posa une patte sur sa poitrine et un museau humide contre sa joue. Jacques s'éveilla en sursaut, mais cette fois, il n'était pas seul. Relogé dans une résidence calme, réservée aux anciens militaires, Jacques réapprit les gestes simples. Faire son lit, se préparer un café, marcher sans penser à fuir. L'équipe pluridisciplinaire ne comptait pas ses heures. Il l'appelait Major Morel, avec un respect presque cérémoniel, même si cette promotion ne figurait que dans un rapport oublié, signé dans l'urgence par un commandant aujourd'hui disparu. Ce n'était pas une faveur, c'était une reconnaissance muette d'une dette. Quelques semaines plus tard, le chef de l'URIVS, le commandant Renaud, alias Spectre, lui rendit visite. Ce n'était pas prévu, pas annoncé. Il portait une veste civile, mais ses bottes noires trahissaient encore ses réflexes de terrain. Il resta longtemps debout dans l'encadrement de la porte, observant Jacques qui lisait à demi assoupi, un plaid sur les genoux, Tango couché à ses pieds. « Major Morel, dit-il enfin, la voix posée, le regard fixe. Jacques releva lentement la tête, ses yeux gris scrutant le visage familier. « Commandant Renaud,
Je vous croyais mort. J'ai eu la décence d'attendre que vous reveniez d'entre les vôtres, répondit Renaud avec un sourire triste. Il s'assit sans invitation. Entre eux, il n'y avait plus de protocole, juste l'ombre des missions passées, des silences trop lourds. Nous avons failli à notre devoir envers vous, et envers d'autres. Ce que vous avez vécu ne devrait jamais se reproduire. Nous corrigeons cela. Vous n'êtes plus seul, Jacques. Pas tant que je respire. Jacques ne répondit pas tout de suite. Il contempla longuement le petit jardin derrière la baie vitrée. Un cerisier commençait à fleurir malgré le froid tardif. Son regard trahissait des années de douleur, de résistance. Mais ce jour-là, il y avait aussi une étincelle, un semblant de paix, une reconnaissance muette. Il savait que son cas était exceptionnel, que bien des camarades n'avaient jamais reçu de chien d'assistance, de suivi psychologique, ni même une simple visite. Il savait que des centaines d'autres dormaient encore sous des ponts, oubliés, brisés, invisibles. Mais il était devenu un symbole, pas un héros, non, un rappel. Un rappel brutal pour ceux qui, dans l'ombre, décident des priorités nationales. Le devoir de la nation ne s'arrête pas au dernier salut. Il continue, discret, fidèle, têtu. Parce que même dans l'abandon le plus noir, certains signaux de détresse trouvent encore une oreille. Et pour les soldats oubliés, parfois, la cavalerie arrive. Sans fanfare, juste une promesse tenue. Et pourtant, dans ce calme retrouvé, la guerre ne l'avait pas complètement quitté. Elle rôdait encore, tapie dans les angles morts. Jacques commença à écrire. Des lettres, des rapports, des témoignages. Il rassembla les fragments de mémoire qu'il possédait encore. Tango restait à ses côtés, témoin muet. Des noms refirent surface, des opérations classifiées, des décisions prises au détriment de vies humaines. Ce qu'il écrivait devenait dangereux. Un soir, alors que le soleil mourait derrière les arbres, une voiture noire sans plaque s'arrêta au bout de l'allée. Jacques ne bougea pas. Il posa son stylo, regarda Tango et murmura « Tu sais ce que ça veut dire ?» Il ferma le carnet, le glissa dans une enveloppe et la déposa dans la boîte aux lettres du résident voisin, un ancien des transmissions. Puis il retourna s'asseoir. Il mit son uniforme, celui qu'il avait conservé, plié au fond d'une malle. Tango vint s'asseoir à ses pieds. L'homme sortit une photo froissée de sa poche. 3 visages y figuraient, des absents, des éternels. Quand ils entrèrent, il ne résista pas. Il se leva, salua. On retrouva Jacques au petit matin, assis, droit comme un roc, les yeux ouverts sur la lumière naissante. Tango hurlait. La nation enterra Jacques Morel avec les honneurs. Les journaux parlèrent d'une tragédie, d'une perte irréparable. Mais ces lettres, elles, avaient été envoyées, publiées, lues. Et cette fois, c'est toute une génération de soldats oubliés qui entendit l'appel. Parce que parfois, la cavalerie, c'était lui.